peut-être éventuellement de la prendre. Sur le papier, c'est intéressant ce qu'il dit. Il a même plutôt raison en passant du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. La difficulté, c'est quand on regarde les actions. C'est quand même 50 milliards d'euros qui sont mis sur la table. Oui, mais quand on regarde en détail ce qu'a mené le gouvernement, c'est que quand il dit qu'il a dépensé pour sauver les Français de la crise, c'est vrai en partie. Mais quand on regarde l'augmentation de la dette en France en 2020, 2021 et 2022, on remarque, selon la Cour des comptes, que seulement un tiers des dépenses ont servi notamment en raison de la crise Covid. Et tout le reste, en fait, sont une augmentation des dépenses engagées par Emmanuel Macron pour des raisons qui sont plutôt électorales en vue de l'élection présidentielle de 2022. Donc en fait, si on a une augmentation du coût de la dette, comme Gabriel Attal l'explique, de 17 milliards, c'est principalement en raison de l'action du gouvernement. Donc le gouvernement veut jouer le pompier alors que c'est lui-même qui a mis le feu, notamment en finances publiques, et à la difficulté. Parce qu'effectivement, ce qu'on va arriver, c'est qu'on arrive sur une triple crise. Une crise économique, une crise énergétique et même une crise financière parce que la BCE, qui suit la Banque centrale américaine, va augmenter les taux. Donc du coup, la dette va coûter plus cher. Et donc éventuellement, on aura une menace non seulement sur nos finances publiques, mais également sur l'alimentation de la dette qui peut exploser comme en 2010 à 2012 sur la crise des dettes souveraines. Donc comment on fait pour résoudre ça ? Il faut que le gouvernement dépense moins. Et comment il fait pour dépenser moins ? Il faut engager des réformes, ce qu'on appelle systémiques et de structure. Est-ce que pour l'instant, il y a sur la table des pistes de réformes structurelles sur l'action de l'État, sur la baisse du nombre de fonctionnaires ou également sur le financement des collectivités territoriales? C'est des bonnes intentions, mais je ne sais pas exactement comment il fait. Michel, je crois que la réponse... à l'effort collectif ? C'est quand même assez contradictoire de commenter les déclarations de Gabriel Attal plus celles de Marc Fesneau. Dire que d'un côté, au début, on avait un mini Margaret Thatcher, en tout cas, il se prenait pour. Et là, maintenant, on a le révolutionnaire Che Guevara qui va nous expliquer qu'il faut solliciter la grande distribution pour réduire l'effort national. Non, mais je pense qu'il faut être cohérent, en fait. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas arrêter. Ce qu'a montré les élections législatives, c'est que c'était la fin du en même temps. Vous voulez plus d'un côté un peu du centre-droit et puis après du centre-gauche. Ce que les Français demandent à Emmanuel Macron, c'est de dessiner un cap dans les perspectives dans les années à venir. Où est-ce qu'il veut emmener le pays ? C'est pour ça qu'en fait, il a été mis en minorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il a été élu parce que les Français ne voulaient être représentés ni par Marine Le Pen, ni par Jean-Luc Mélenchon. Et ils l'ont mis en minorité sur le fond à l'occasion des élections législatives parce que son projet n'était pas clair, dans la mesure où au premier tour, il avait plutôt fait une campagne au centre-droit, puis ensuite, après, il avait parlé aux électeurs insoumis. Ce que demandent les Français à Emmanuel Macron, c'est un cap clair, savoir où est-ce qu'il veut emmener le pays et où est-ce qu'on veut le diriger sur un projet qui est fort. Moi, je pense qu'il faut centrer sur ce qu'a dit Gabriel Attal, c'est-à-dire redresser les finances publiques pour rendre sa grandeur à la France, pour que ce soit crédible à l'intérieur de nos frontières, pour qu'on puisse exporter nos valeurs et nos idées au sein de l'Europe. Un risque, une similitude avec la France, comme l'évoquait Michel. Ce qui s'est passé dans tous les pays occidentaux, c'est que toutes les classes moyennes occidentales se sont révoltées contre la fin du modèle néolibéral entamé dans les années 80 par Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Quel était ce modèle-là ? En fait, ça veut dire que pour maintenir le pouvoir d'achat des classes moyennes, on a transféré nos productions, notamment dans les pays émergents, pour réduire les coûts et donc du coup avoir des produits moins chers, avoir des produits textiles chinois, etc. La difficulté, c'est que comme on a tué notre modèle de production, on a perdu des emplois dits industriels. Et la perte de ces emplois industriels, la perte des emplois tertiaires, notamment dans l'agriculture, etc., a réduit le pouvoir d'achat des classes moyennes in fine au bout de 40 ans. Et c'est pour ça que vous avez des révoltes dans tous les pays. Vous avez des révoltes en France, vous avez des révoltes en Italie, vous avez des révoltes en Hollande, vous avez eu des révoltes aux États-Unis après la crise financière de 2008. Et c'est un peu toutes ces sociétés-là qui sont en train de se révolter. La question, c'est comment on fait pour bâtir un troisième modèle. Entre 1945 et 1979, vous avez les théories keynésiennes qui ont permis de relancer la croissance économique après la Seconde Guerre mondiale. Entre 1980 et 2008, vous avez les thèses monétaristes de Milton Friedman pour reconstruire. Après 2008, vous êtes cette fois-ci dans une nouvelle ère économique, mais vous n'avez pas de penseur qui a théorisé tout ça et de la difficulté. La Cour européenne des droits de l'homme qui entre en jeu dans ces considérations-là, William Tay. Le plus important, c'est de savoir quelle politique migratoire on veut. Parce que l'Europe est le ventre mou de toutes les civilisations. C'est le seul continent qui n'a pas de politique migratoire claire. C'est-à-dire que les États-Unis, vous savez quelle est la politique migratoire. C'est-à-dire que si vous apportez quelque chose aux États-Unis, eh ben, ils vous délivrent un permis de travail et vous pouvez travailler aux États-Unis. Le Canada, pareil. L'Australie, pareil. La Chine, pareil. Tout le monde sait quelle est la politique migratoire de tous ces pays-là. Quelle est la politique migratoire de la France ? Moi, je la résume par une phrase qui est très simple. C'est-à-dire que la France exporte des bacs plus 7 pour apporter des bacs moins 5 qui viennent foutre le bordel. Ça synthétise carrément ce que fait... Oui, mais ça synthétise ce que fait la France, parce que j'ai regardé toutes les statistiques. La France, dans ceux qui viennent, c'est en pourcentage, c'est ceux qui ont le moins diplômé. Ni le brevet, ni le baccalauréat. C'est-à-dire que c'est le record, 35 ou 40% des personnes qui viennent en France n'ont aucun diplôme. Ce qui est en dessous aux États-Unis et au Royaume-Uni, je crois que c'est 25 et c'est 18%. Donc les autres pays arrivent à le faire. Et maintenant, comment on fait concrètement ? Il faut avoir une stratégie qui est coordonnée. C'est-à-dire qu'il faut dicter quelle politique migratoire on veut. C'est-à-dire qu'on est là pour prendre les personnes qui apportent du bien au pays. S'il y a des chercheurs ou des métiers en tension, ils peuvent venir en France, surtout s'ils apportent en France. Et tout le reste, soit on les accueille pas sur le territoire, soit on les renvoie. Ma question, c'est comment on fait pour les renvoyer ?
Il faut renégocier les traités, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, en apportant des clauses suspensives sur certains articles, en disant que la France ne respectera pas certaines conventions, certaines parties de la Convention européenne des droits de l'homme. Le deuxième point, c'est qu'il faut renégocier les accords qu'on a passés avec les pays du Maghreb, notamment dans le cadre de la décolonisation, notamment avec l'Algérie sur le cadre des accords d'Évian. On dit qu'on ne respectera plus ces accords-là parce que ces accords sont tacites dans la mesure où ces pays ont pu se développer eux-mêmes et donc du coup, par conséquent, on revient sur ces accords-là qui étaient plus favorables pour les étrangers venant de ces pays-là de pouvoir s'installer en France. Donc on revient dessus et on revient petit à petit sur tous les accords qu'on a passés bilatéraux avec lesquels on ne veut plus respecter. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les expulser? Parce qu'en fait, on n'a pas de laissez-passer consulaire. C'est-à-dire que quand on les renvoie, les pays refusent de les reprendre. Si par cas on mène une action diplomatique en leur disant vous êtes obligés de les reprendre, sinon la France ne mènera plus de négociations diplomatiques avec eux, et ben ils changeront d'avis. Ouais. Oui, c'est flou. Mais moi je soutiens complètement ce genre d'épreuve. Complètement. Parce qu'un enseignant, c'est pas quelqu'un qui délivre en fait un enseignement théorique dont j'imagine, dont on considère qu'il maîtrise les données. Il s'adresse à des humains. Or, mais précisément, les élèves, il n'a pas eu le temps d'avoir de l'expérience. C'est ce que disait. Si on les prévient à l'avance qu'ils vont avoir ce genre de questions, ils peuvent y réfléchir. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça leur annonce clairement ce que c'est que la réalité de l'enseignement. Et la réalité de l'enseignement, c'est de gérer aussi ces questions de laïcité. Ce reportage, je le trouve excellent parce qu'il montre la réalité de ce à quoi les enseignants vont être confrontés. Alors bien entendu, je sais bien qu'il y a on veut aussi des enseignants avec une réelle formation théorique qui sont capables de transmettre un savoir et au moins ne serait-ce que des enseignants. Là, on recale des gens alors qu'on est en oui, mais parce que encore une fois, être enseignant, c'est pas que d'avoir un savoir, c'est de savoir le délivrer et de savoir de nos jours, malheureusement, gérer des situations d'empêchement de délivrer ce savoir. Parce qu'effectivement, vous avez beaucoup d'élèves, par exemple, autre problème majeur, le manque d'attention des élèves, qui ont une capacité de concentration qui est réduite à 10 ou 15 minutes. Comment un prof doit le régler ? Il ne s'agit pas de leur demander de savoir répondre totalement à la manière de faire, mais il s'agit de les prévenir en disant vous allez être enseignant, vous n'allez pas être simplement face à un ordinateur à délivrer un savoir. Donc moi je soutiens complètement ces mesures qui, à mon avis, viennent un petit peu de l'époque Blanquer. Et j'espère que Pape Diaye, qui est sur peut-être d'autres options éducatives, ne reviendra pas sur ces mesures parce que quelques enseignants s'en sont plaints. William, il y aura de quoi quand même décourager les quelques enseignants qui souhaitent encore exercer cette profession. Ça décourage les enseignants, mais ce type de situation, vous avez ça maintenant dans tous les concours de la fonction publique. Vous avez ça maintenant, soit ils déguisent ça, ils mettent ça dans le grand oral, ils vous réservent une partie pour passer des mises en situation, et ça dépend de l'époque, et ça révèle une majeure partie des problèmes. C'est-à-dire que moi, quand je passais les concours de la fonction publique, la question c'était principalement posée sur MeToo. Ça veut dire que vous aviez une personne qui vous dit s'il y a une femme qui s'est fait agresser, comment réagissez-vous sur ces types de situations? Donc c'est en fonction de l'époque et c'est en fonction de la mise en situation. Moi, par contre, je pense que ce qui est problématique, c'est que les profs doivent être confrontés à ce type de situation. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés vis-à-vis des questions qui leur ont été posées, c'est comment ça se fait que les professeurs ne doivent pas se concentrer sur leur principale mission qui est l'enseignement. On a l'impression, en les entendant, qu'ils deviennent des animateurs scolaires, des animateurs, ils sont là pour être sympathiques. Parce que c'est la réalité. Oui, mais c'est la réalité de l'enseignement aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour faire ça, les enseignants. Mais si, ils sont là, parce que malheureusement, il n'y a pas le choix. L'école, c'est pas la garderie, l'école, c'est pas un centre de loisirs. Mais c'est pas de la garderie que l'école, c'est pas de la garderie. C'est là pour transmettre un savoir et c'est pour faire en sorte qu'un citoyen soit en maturité d'arriver dans la vie professionnelle comme citoyen et comme futur, et dans son futur métier. Il est là pour acquérir un savoir. C'est pas de la garderie que d'expliquer. Il n'est pas là pour... Notamment. Mais il y a quand même les cours d'instruction civique, pardonnez-moi. Ça existait à un certain moment. Non, parce que je suis désolé. L'exemple qui a été donné dans le reportage, il est excellent. Parce qu'il correspond à une réalité. Une enfant qui se cache les oreilles parce qu'il pense que la musique, c'est l'incarnation du diable, je suis désolé. C'est de l'éducation, de l'instruction que de lui expliquer. Mais l'éducation, ça ne relève pas des profs. Oui, mais c'est l'instruction qui relève des enseignants. Que ça se pose en cours de musique ou en cours de maths ou en cours de français. Imaginez en cours d'anglais un prof qui dit « Moi, je vais vous apprendre l'anglais en vous faisant écouter les Beatles ». Et l'élève qui refuse de le faire, c'est une réalité éducative à gérer. C'est parce qu'on a donné trop de missions aux enseignants. Les enseignants, ils doivent instruire le citoyen, ils doivent les former à la vie professionnelle, ils doivent leur transmettre un savoir, ils doivent les éduquer. Et ensuite, c'est très difficile, mais c'est inévitable. Et on va écouter Elisabeth Borne sur cette question de l'éducation nationale. L'éducation, c'est certainement notre premier bien commun. On sait produire l'excellence. Je pense qu'un des principaux défis que connaît notre système éducatif,
c'est qu'il est sans doute l'un de ceux qui reproduit le plus les inégalités. On a aussi un paradoxe d'avoir encore un taux de chômage qui n'est pas celui du plein emploi et néanmoins des entreprises qui éprouvent des très grandes difficultés à recruter. Donc ça veut dire que notre système éducatif, notre système de formation, manifestement, ne forme pas les compétences dont notre économie a besoin. On a relevé effectivement la faute de français d'Elisabeth Borne. Bon, ce qui est un comble en parlant d'éducation. Oui, effectivement. Mais en tout cas, c'est le constat d'une éducation nationale qui ne remplit pas ses missions premières, William. Ce qu'elle dit n'est pas totalement exact. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est vraie, c'est-à-dire que l'école française est une des plus inégalitaires selon les classements PISA. Mais ce qu'elle ne dit pas aussi, c'est qu'en fait, nos élites sont moins bonnes qu'avant. Ils sont plus stupides qu'avant quand vous comparez les classements internationaux. Ça veut dire que même le niveau élite est nivelé par le bas. Et ce qui s'est passé, c'est que suite aux missions qu'on a filées à l'éducation, donc qui est de tout faire, et le niveau moyen des élèves a baissé, a été tiré par le bas, plutôt que de tirer par le haut et pour remettre en place la méritocratie. Moi, c'est pour ça que je préférais Blanquer à Pape Ndiaye, parce qu'au moins, il avait la volonté, notamment le discours, et ça se retranscrivait aux élèves, de réinscrire la méritocratie au sein de l'école. Et je pense que l'enjeu essentiel de l'école, c'est transmettre un savoir et de transmettre la question de la méritocratie pour qu'on puisse s'élever et qu'on puisse revenir à la question du pacte républicain. On n'est pas là, les professeurs ne sont pas là pour jouer les assistantes sociales. Malheureusement, la sociologie des élèves face auxquels sont les profs a tellement évolué et rapidement évolué en une génération que ce que vous dites, bien sûr, est souhaitable, mais à mon avis, n'est pas réalisable parce que les élèves face auxquels sont les profs, aujourd'hui, doivent être éveillés à plein de problématiques sur lesquelles, à la maison, dans le quartier, ils ne le sont pas. Plein de problématiques, sauf ce qui concerne quand même l'instruction de base. Bref.